1 328 151, 1 300... Eh capitaine, tu fais quoi? Pour la 40e fois, je calcule la valeur du monde de Minecraft. Ça a l'air chiant, non? Ouais. Ah Philibert, je vais t'enculer. Déjà, faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de calculer le prix d'un monde Minecraft. Faut déterminer le prix du diamant, celui du tapis de mousse, la valeur foncière, bref, il y a plein de facteurs à prendre en compte. La valeur la plus simple pour calculer tout ça, c'est de jeter un œil sur les ressources générées naturellement. Sauf que, c'est long sa mère, j'ai juré que le processus pour y arriver était interminable. Dites-vous qu'en plus d'être incroyablement casse-burne, j'avais l'impression de perdre des années de vie en comptant chaque bloc. Non mais dites-vous qu'en théorie, il faudrait compter chaque putain de bloc d'un monde Minecraft pour y arriver, sauf que, il y en a beaucoup. La taille maximale d'une carte dans le jeu est de 60 millions de blocs de longueur et de largeur et de 384 blocs de hauteur, soit 1,3 trillion de blocs. J'ai beau être un peu masochiste sur les bords, hein. Vu que je passe quand même 90% de mon temps à faire des calculs de bâtard, je suis pas non plus au point où j'aurai les 4 prochains millénaires à compter de libre. Du coup, j'ai fait faire le travail à mon ordinateur. En gros, j'ai codé un script en Python, je lui ai filé le chemin d'accès vers la sauvegarde d'un monde que j'ai créé spécifiquement pour l'occasion et je l'ai laissé me compiler gentiment les résultats sur un tableur. Bon, je lui ai pas fait analyser de l'intégralité vu que le temps nécessaire pour faire ça aurait été 2 fois plus long que l'espérance de vie de Michel Drucker, mais étant donné qu'un monde est généré de manière procédurale, analyser un échantillon de seulement 10 000 chunks suffit pour définir la répartition approximative des blocs en pourcentage. Et une fois qu'on a ça, on peut calculer la quantité de chacun d'entre eux. Sauf qu'il y a un problème. Je suis un gros flemmard et il y a beaucoup trop de blocs différents dans Minecraft. Heureusement, en mathématiques, on a une règle incroyable qui est que lorsqu'on veut additionner par rapport aux autres, on part du principe que les plus petits nombres sont négligeables. Comme le poids des putains de coffres dans la vidéo sur la force de Steve, lâchez ça! En gros, on peut se concentrer sur les blocs les plus chers ou les plus nombreux et virer le reste. Et ça tombe bien parce que j'avais autant envie de calculer le prix d'un tapis de mousse que de boire l'eau de la Seine à la paille, surtout après les dingueries qui ont été retrouvées dedans pendant les JO. D'ailleurs, on peut dire merci à ce youtubeur qui a fait une vidéo sur le sujet et qui a eu l'idée d'utiliser ce principe et d'autres qui nous ont bien aidés de notre côté. Par contre, il y a un autre problème. Comment on définit ce qui est cher ou pas? Comme le disait souvent Matt Daron, entre c'est pas Versailles ici et j'aurais dû t'avaler, et d'autres dingueries du genre, les apparences sont souvent trompeuses. Par exemple, à votre avis, ça coûte combien une algue? Vous savez, ce petit item de merde qu'absolument tout le monde balance parce que il se retrouve par hasard dans ton inventaire et il prend de la place pour rien. Pour la déconne, je me suis amusé à chercher le prix. Je vous passais le détail parce que c'était long sa mère et que c'est pas le sujet de la vidéo, mais après quelques calculs pas particulièrement rapides, en prenant la base de pouvoir calorifique, la chaleur spécifique pour les calcinés, la chaleur latente de fusion et le prix des algues dans la vraie vie au kilogramme, j'ai pu arriver à la conclusion qu'une algue dans le jeu coûtait 17 764,95 €. Une seule algue. Bref, tout ça pour dire que c'est pas si simple de définir les blocs possédant la valeur la plus élevée. Du coup, je me suis rabattu sur les 40 blocs les plus nombreux et j'ai calculé leur prix un à un. Ça m'a pris beaucoup, mais beaucoup trop de temps. Que j'aurais pu passer à, je sais pas moi, perdre BLP dans la faille, manger du salsifis, fonder une famille, partir chercher du lait, créer un Pokémon tout pété pour Kélian. Mais tu peux pas faire ça en fait. Bref, un truc un peu moins chiant. On va donc se contenter de quelques prix et du prix global, mais si vous voulez, dites-le moi en commentaire et je mettrai mon script, mes tableurs et ma fiche de calcul dans le Discord, histoire que vous puissiez voir de votre côté et tester par vous-même. Ok, déjà, il y a le minerai de redstone. On commence super fort parce que le truc n'existe absolument pas, il n'y a pas d'équivalent naturel à la redstone dans notre monde, si jamais vous saviez pas. Pour rappel, on parle d'un item qui est conducteur ou semi-conducteur, qui existe sous forme poudreuse, qui est de couleur rouge, qui s'illumine sous la pression ou excitation électrique, qui n'est pas du cuivre, parce qu'il y a déjà un bloc dans le jeu pour ça, qui se désagrège au contact de l'eau et qui ne fond pas facilement. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un subreddit rédigé par un mec vachement chaud sur la question, qui en procédant par élimination est arrivé à la conclusion que la redstone c'était du sulfate de cobalt. Sauf que ça coche pas toutes les cases, déjà parce que c'est absolument pas un matériel conducteur, déjà c'est compliqué, du coup il va falloir trouver d'autres pistes et j'ai donc passé des heures à poncer les informations disponibles sur les réseaux pour arriver à la conclusion que la redstone c'était ni du phosphore de gallium, ni du sulfure de zinc dopé au cuivre, ni du sélénium, ni aucune autre des dizaines d'autres possibilités que j'ai dû regarder pour voir si ça correspondait, mais j'ai enfin trouvé le bon matériau. La redstone serait en réalité une hétérojonction de tellurure de zinc et de cellurure de zinc. À tes souhaits. Ta gueule Philibert. C'est semi-conducteur, c'est constitué de cristaux rouges de rubis et c'est électroluminescent, c'est-à-dire que tout le bordel là, quand on le chauffe correctement, ça peut émettre des lumières allant du rouge au vert à température ambiante. En plus, sa température de fusion est vachement élevée à 1568 degrés Celsius et ça explique donc pourquoi la redstone ne fond pas dans un four. Petit point bonus aussi, c'est utilisé dans la conception de panneaux photovoltaïques. En gros, un bloc de redstone pourrait totalement jouer le rôle de panneau solaire dans l'absolu, ça expliquerait pourquoi et comment il produit de l'énergie en continu. Enfin, pas vraiment, parce que un bloc de redstone fournit de l'énergie avec ou sans lumière. Par contre,
en tant que semi-conducteur, il pourrait totalement être excité par un rayonnement radioactif et donc produire de l'énergie à partir de ces rayons, si on partait du principe que Steve vivait dans un monde constamment irradié. Et ça, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo, il y a moyen que ce soit le cas. Concernant le prix, le tellurure de zinc est vendu aux environs de 56 € les 5 grammes. Par contre, j'ai galéré à trouver le prix du tellurure de zinc. J'ai même appelé plusieurs fournisseurs de matériaux chimiques pour avoir la réponse, sauf que personne m'a répondu. C'est pas grave, après plusieurs heures de recherche plus tard, j'ai trouvé. Il se vend à 123 € les 50 grammes ou 12 balles les 5 grammes. En partant du principe qu'on fait 50-50 parce que j'ai pas la proportion exacte pour la redstone et à l'aide de leur densité respective, on peut en calculer le prix au mètre cube. Après un calcul rapide, on arrive sur un très léger 41,9 millions d'euros par bloc, soit un peu plus de 4 millions l'unité de poudre rouge. En vrai, Heisenberg se serait fait des couilles en or s'il était dans Minecraft. Lorsqu'on mine un minerai de redstone avec une pioche fortune 3, on drop en moyenne 6 poudres, ce qui veut dire qu'un seul exemplaire de ce bloc pourrait coûter environ 28 millions d'euros. Je vous laisse juste imaginer le prix de ce genre de construction. Ensuite, il y a l'or. Ouais, je pensais aussi que ce serait plus tard dans la vidéo, mais non, les calculs sont plutôt simples. La masse volumique de l'or, qui est de 19 300 kg par mètre cube. À l'heure où j'écris ce texte, le cours de l'or est à 92 606,69 € le kilo. Un mètre cube d'or, donc, coûte 1,7 milliard d'euros. Si on ramène le prix au lingot et qu'on considère qu'un bloc de minerai d'or drop en moyenne 2 unités d'or avec une pioche fortune 3, alors on arrive à la conclusion que le bloc de minerai d'or coûterait 397 millions d'euros. Mais c'est quoi qui coûte plus cher que le truc qui a littéralement fumé des nations entières? C'est le minerai d'émeraude. Sa densité est de 2800 kg par mètre cube environ, soit 311 kg par émeraude. Et dites-vous qu'un seul carat, soit 0,20 g de cette gemme, si elle est de bonne qualité, peut facilement atteindre les 600 balles. Donc 311 kg, soit 1,5 million de carats, c'est 933 millions d'euros. Avec fortune 3, un seul minerai drop 2 émeraudes en moyenne, soit 1,8 milliard d'euros. Ce qui veut dire que oui, les villageois se foutent bien de notre gueule quand ils nous vendent une carotte pour un truc qui vaut 7 putains de Boeing 737. Et au-dessus de tout ça, y a la bedrock. Son équivalent IRL, on va dire que c'est la régolithe. Sauf que cette pierre, elle est essentiellement trouvable sur la lune. Donc il n'y a pas de prix au kilo comme pour les autres. Du coup, tu vas pipoter le prix? T'as le marché de Sergi? Va faire manger du plâtre et déjà pour commencer, t'as cru que t'étais sur quelle chaîne? Bien entendu qu'on a fait des maths. Les seuls échantillons disponibles sur Terre sont soit en possession de certains scientifiques de la NASA, soit dans les mains de collectionneurs qui les ont achetés pour très cher pendant des ventes aux enchères qui étaient pas toujours très légales. Du coup, pour calculer son prix, il faut prendre en compte les coûts de transport et d'extraction qui seraient engendrés si une expédition de collecte était organisée. Selon le programme CLPS de la NASA, transporter 1 kg de matière sur la Lune coûterait 1 million de dollars. La régolithe ayant une densité d'environ 1800 kg par mètre cube, en transporter 1 mètre cube coûterait 1,6 milliard d'euros. En étant conservateur, en partant du principe que les coûts d'extraction et de mission n'excéderaient pas les 500 millions, on peut dire que 1 mètre cube de régolithe coûterait 2 milliards d'euros minimum. Si avec ça je rembourse pas mon prêt étudiant, je sais pas ce qu'il leur faut. Mais bordel, reviens, j'ai pas fini! Mais il dit de la merde ce con! Mais c'est pas du tout de la bedrock! Ouais, bon, j'avoue, c'était une grosse piste assez sérieuse, mais c'était avant de tomber sur un papier qui m'a expliqué qu'il y avait un minerai caché que personne, je dis bien personne, à part les fans de cailloux connaissent, j'ai nommé le ferropériclase, qui a été théorisé dans les années 50, quand la sismologie moderne a commencé à glow up, les géophysiciens ont capté qu'il y avait une couche qui se comportait un peu bizarrement par rapport à ce qu'ils avaient observé juste au-dessus, à environ 670 km de profondeur. Ils pensent alors que les minerais changent sous l'effet de la pression terrestre et ils partent du principe que l'oxyde de magnésium forme un cristal nommé le périclase, et qu'en plus de ça, le fer peut le remplacer à l'occasion. C'est donc tout à fait naturellement qu'ils vont commencer leur recherche pour modéliser ce nouveau minerai, le ferropériclase. Et 10 ans plus tard, ils vont réussir à en créer grâce à des enclumes en diamant qui vont générer entre 20 et 100 gigapascales de pression avec une température de plusieurs milliers de degrés Celsius, de quoi recréer le mood de la couche mystère. Par contre, pour confirmer que c'était pas juste un délire de géophysicien de l'époque, il a quand même fallu attendre 2005 pour qu'on trouve un minuscule morceau du minerai piégé dans un diamant au Botswana. Ok Jamy, c'est cool tout ça, mais je m'en bats les couilles, allonge le prix. Ouais, j'arrive. La densité du ferropériclase étant de 5600 kg par mètre cube, le prix estimé en laboratoire du ferropériclase synthétique est de 200 € par gramme, on arrive à un solide 1,1 milliard d'euros le mètre cube. Reste alors à savoir c'est quoi le bloc le plus cher de Minecraft. Est-ce que c'est les blocs de feuilles, les blocs d'air, parce qu'on sait jamais, il y a forcément un bug qui va avoir l'idée de vendre de l'air un jour, on sait pas. Ou alors est-ce que ce serait pas... J'arrête le suspense, bien évidemment que c'est le diamant. Vous attendiez à quoi? Mais combien tous les diamants de Minecraft cumulés coûteraient dans notre monde? Alors déjà, faut savoir qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup dans un monde. Ce chiffre pour être très précis, et vous vous en doutez, je vais absolument pas le lire parce qu'il est trop long. Mais en tout cas, il est titanesque. Pour le prix, y a rien de trop compliqué. La masse volumique du diamant est de 3520 kg par mètre cube, ce qui nous fait qu'un diamant dans Minecraft pèse 391,11 kg, soit 1,9 million de carats. C'est juste
énorme. Dites-vous que le plus gros qu'on a jamais retrouvé IRL, Sergio, pèse seulement 600 grammes. Le prix du carat de Fancy Vivid Blue, de bonne qualité, la variété qu'on va trouver dans Minecraft, est d'environ 660 000 €. Donc en faisant une petite multiplication, on obtient le prix d'un seul diamant qui est de 1 291 milliards d'euros. Sachant qu'un bloc de minerai lâche entre 2 et 4 diamants, avec une probabilité de 20% pour 2 diamants, 40% pour 30 et 40% pour 4, on va rester gentil, on va dire qu'on a aucune chance et qu'on chope que 2 diamants à chaque coup, histoire de pas non plus trop grossir notre fortune, comme certains l'auraient fait à une certaine période. Un seul bloc de minerai de diamant coûterait 2,5 billions d'euros. Mais du coup, ça répond pas à la question. Combien ça coûte un monde Minecraft? Sans déconner, j'allais faire l'effort de lire le chiffre, mais en fait non, il est vraiment très long. C'est archi long à dire, mais surtout c'est énorme. C'est plus de 2 billions de fois l'intégralité de l'argent disponible sur Terre aujourd'hui. Avec ça, tu peux t'acheter 18,8 sextillions de Toyota Prius. D'ailleurs, j'ai le permis bientôt, Toyota, à vous de jouer. Et on pourrait faire grimper ce chiffre encore plus si on s'amusait à calculer le prix de chaque bloc du jeu, mais l'augmentation serait négligeable à ce stade-là. Mais ça, c'était la méthode la plus évidente, parce qu'il y a d'autres approches intéressantes, notamment celle qui consiste à définir la valeur foncière d'un monde. Le procédé, c'est made in science fictive, donc techniquement, c'est une première mondiale. Foncière, tu débites quoi encore? Ah ouais, j'avais oublié que t'avais 12 ans. Vas-y, retourne dans la cave. Bon, petit point de définition. La valeur foncière définit tout simplement la valeur d'un terrain, constructible ou non. Elle dépend de plusieurs facteurs différents, comme son emplacement, ses caractéristiques naturelles, son potentiel d'exploitation, qui dépend de sa rareté, de sa beauté, etc. Le seul souci, c'est qu'adapter ça au monde de Minecraft, c'est probablement l'une des pires idées que j'ai jamais eues de ma vie. Comme pour la partie précédente, avant toute chose, il faut des données de répartition pour avoir une base de calcul. Sauf que là, on parle pas de blocs, mais de chunks en fonction des biomes. Et ça marche comment? Plus ou moins que pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant faire le travail par mon ordinateur. Enfin, c'est ce que je voulais faire à la base, sauf que j'ai eu un premier problème. Lorsqu'un monde Minecraft est créé, il est découpé en tronçons, c'est-à-dire en chunks, à qui sont attribuées plusieurs valeurs définies aléatoirement en fonction de l'acide et des algorithmes de bruit. Ces tronçons sont ensuite générés individuellement à travers plusieurs étapes. C'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est au cours de ce processus-là que sont définis le biome, les structures, les grottes, etc. Et comme ça prend du temps, vous vous en doutez, le programme va se contenter de plutôt créer les environs du point de spawn du joueur, c'est-à-dire un peu plus de 1 millier de chunks. Et c'est là que ça coince, parce que pour avoir des données représentatives et donc utilisables, il faut analyser les biomes d'une très grande quantité de tronçons. On parle quand même de plusieurs milliards là. Et comme on vient de le voir, lors de la création, il n'y a que 0,0000002% de ce qu'on avait besoin qui a été créé. Bien sûr, on pourrait s'amuser à se balader aux 4 coins de l'Overworld pour forcer la génération, sauf que j'ai la flemme, j'ai autre chose à foutre de mes 10 prochaines années. Pour contourner le problème, donc l'idéal serait d'avoir un script qui ne servirait pas uniquement à analyser la répartition des biomes, mais aussi à créer les chunks dont on a besoin. Et ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui sont absolument géniaux qui ont créé une librairie en langage C qui s'appelle Cubiome et qui reproduit à l'identique l'algorithme de génération de Minecraft. En ça, j'aurais vraiment pas pu y arriver sans eux. Par contre, je déteste le C. Mais j'imagine qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Bref, le premier problème était réglé et je vais donc du coup pouvoir m'attaquer au second, à savoir générer et analyser l'intégralité des chunks d'un monde, soit 14 billions de chunks. Ça prendrait plus de 4 ans avec une vitesse de 100 000 par seconde. Et comme je disais plus tôt, plus on réduit le nombre de tronçons, moins les résultats sont représentatifs. Heureusement, j'ai découvert le truc qui va changer la donne, le multithreading. Le multi quoi? Le multithreading. Alors, c'est compliqué de résumer ça en 2 secondes, et s'il y a des devs qui regardent la vidéo, désolé les frérots, moi j'ai encore mes cheveux. En gros, un processeur possède plusieurs cerveaux, ils peuvent travailler simultanément sur différentes parties du même problème. Par exemple, un script s'exécute de base sur un seul thread ou unité de traitement, mais le langage C permet de dépasser cette limitation. En l'occurrence, sur mon PC, j'ai 16 threads. Et j'ai écrit mon programme de manière à ce qu'il les utilise tous pour s'exécuter. Première fois que je vois mon processeur tourner à 100%, j'ai juré le PC faisait plus de bruit que Morgan Makeup en studio d'enregistrement. Papa, mon sac à dos derrière moi. Mais avec cette technique, j'ai pu générer et analyser 5 milliards de chunks en à peu près 1 heure au lieu de 13 ans, ce qui m'a permis de récupérer un petit tableau avec les idées des biomes, le nombre de tronçons par idée et à quoi ça correspond en termes de pourcentage. La première étape, elle est terminée, enfin, mais c'est pas suffisant. Pour passer à la suite et utiliser ces données, il va falloir associer chaque biome à un prix au mètre carré. Sauf que c'est pas si simple que ça. Déjà parce que je suis pas agent immobilier, j'ai pas le numéro de Stéphane Plaza dans mon téléphone non plus. J'ai donc passé des heures à faire des recherches pour me rendre compte qu'il n'y a absolument aucune règle qui précise le prix d'un mètre carré sur un terrain. Le prix moyen en France pour une parcelle constructible est d'environ 80
86 mètres carrés. Mais ça peut varier en fonction de la région, de la viabilisation, de la nature du sol, de la configuration de la zone, l'exposition du soleil, le cadre de vie. Après, il existe une base de données, la DVF, qui recense les prix des ventes de biens immobiliers. Mais j'ai très vite arrêté là parce que The Bee, putain, il y a des trucs à vendre. J'ai juré, c'est 100% le mec qui a fait le design de l'URSSAF qui a fait le site parce qu'en plus c'est dégueulasse. Du coup, j'ai dû créer cette formule pour faire mes calculs. Pour l'expliquer simplement, on part du prix au mètre carré moyen en France, donc 86 €, on le multiplie par différents coefficients en fonction des spécificités de chaque biome. Les paramètres retenus pour les calculs seront la rareté, la viabilisation, la nature du sol et la configuration de la zone. Normalement, il y a d'autres facteurs aussi, mais c'est largement assez pour ce qu'on essaye de faire. Les calculs de coefficients s'affichent à l'écran, je vais pas les détailler parce que ce serait vraiment trop long, la vidéo ferait 5 heures, et c'est tarpin chiant, on va pas se voiler la face. Mais grâce à cette formule, j'ai pu définir les prix au mètre carré pour tous les biomes. D'ailleurs, pour anecdote, les deux plus chers du jeu sont le plateau de la savane et la plaine de Tournesol, qui sont à chacun à 172 € du cube carré. Cube carré, t'as compris, parce qu'en fait, un cube c'est un mètre. Mais on s'en bat les couilles, nous ce qu'on veut savoir, c'est quel résultat on obtient si on additionne toutes les valeurs. Je vais vous le dire tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant qu'avec la méthode précédente, mais on arrive quand même sur une valeur titanesque de 243 307 billions d'euros. C'est assez pour t'acheter des menus golden pendant des milliards d'années. C'est juste énorme. Comme toi d'ailleurs si tu le fais. Mais il y a une autre méthode possible. C'est pas de la merde en plus parce qu'elle nous vient d'un astrophysicien du nom de Greg Loughlin. C'est pas le bouc qui se fait passer pour un stagiaire là? Non, ça c'est Greg Guillotin The Bee. Mais oui, à la base, ça n'a rien à voir avec l'univers du jeu vidéo. En gros, monsieur Loughlin s'intéressait aux exoplanètes telluriques et plus précisément celle qu'allait découvrir le télescope Kepler, lancé dans l'espace le 7 mars 2009. Il a donc conçu une formule pour calculer les valeurs des planètes, rien que ça. Et bordel, vu la gueule du truc, il devait sacrément se faire chier. Pour la faire simple, cette formule du démon se base sur la valeur d'habitabilité d'un monde. Par exemple, la Terre qui est parfaitement habitable vaudrait 5000 billions de dollars, alors que Vénus, qui se rapproche plus d'un crématorium géant, on va pas se mentir, vaudrait que quelques centimes à la louche. Mais comment ça fonctionne? Alors accroche-toi, c'est compliqué. L'équation est divisée en plusieurs blocs qui prennent en compte différents paramètres. On a la fonction de l'âge de l'étoile, la fonction de la masse géométrique, la fonction de la proximité de masse, la fonction de température de surface, la fonction de calendrier d'observation et la fonction de brillance. Là, logiquement, vous avez rien bité. Alors vous inquiétez pas, c'est normal, mais c'est pas fini. Parce que pour faire notre calcul, on va avoir besoin de connaître la masse et la température du monde de Minecraft, mais également la brillance et l'âge de son soleil. Alors le plus simple, c'est la température, parce que cette notion, elle existe déjà dans le jeu et elle permet une génération cohérente du monde. Dans le biome désert, par exemple, elle est à 2 par défaut, ce qui correspond à 40 degrés Celsius pour notre moyenne sur Terre. La moyenne dans un monde Minecraft est de 0,568, soit 11,36 degrés Celsius, après un petit calcul en croix. Ok, normalement on est censé utiliser la température effective, soit le ressenti, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore de combinaison pour sentir la chaleur dans un jeu. Pour l'âge du soleil dans Minecraft, c'est un peu plus compliqué. Techniquement, il se forme en même temps que la map, donc il suffit de trouver l'âge du monde dans le jeu pour trouver celui de son étoile. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, je vais pas détailler, retenez juste que c'est possible, mais ça passe par une analyse géologique qui nous permet d'estimer, après quelques comparatifs IRL, à 10 milliards d'années d'existence. Ensuite, on a les deux masses. Pour celle du monde Minecraft, c'est relativement simple, sachant que son volume est de 1,3 milliard de km3, et en partant du principe que sa densité est identique à celle de la Terre, soit 5510 kg par mètre cube, on arrive au résultat plutôt rincé de 5,62 fois 10 puissance 18 tonnes, ou 787 709 fois moins que notre belle planète bleue. Pour celle du soleil, on va utiliser la loi de la gravitation universelle de Newton, mais en l'inversant. On connaît G, la constante gravitationnelle, R, la distance Terre-Soleil, pour pas se faire chier, on va prendre les mêmes valeurs que dans la vraie vie, MP, c'est la masse qu'on a trouvée juste avant, et F de G est égal à 3,13 fois 10 puissance 22 newtons pour la force gravitationnelle qu'on a pu calculer assez facilement grâce à la vitesse orbitale et à la formule de la force centripète. Centipète. Haha, très drôle Philibert, tu veux pas retourner sur la lune, miné, vite fait? Une fois tous les éléments insérés dans l'équation, on obtient la masse de l'étoile dans Minecraft qui est de 1,39 fois 10 puissance 33 kg, soit environ 1000 fois plus qu'IRL. Enfin, il nous faut la brillance. Enfin, non, parce que vu les valeurs du chétan nécessaires pour le calcul, je vais plutôt aller escalader l'Everest, Je passerai un meilleur moment, je pense, la mentalité Kaizen, tout ça. On va plutôt prendre les valeurs de notre soleil, ça suffira largement pour ce qu'on veut faire. D'ailleurs, il y a un petit souci à cause des conséquences d'une masse de soleil aussi grande, mais vas-y, j'en parlerai dans un short, c'est pas le sujet. Maintenant qu'on a toutes les valeurs, on va utiliser la formule que personne n'a envie de m'entendre lire, et encore moins moi, que je vais donc du coup directement passer au résultat. Selon la méthode de Greg Loughlin, le monde de Minecraft vaut que dalle. Enfin, pas vraiment, le nombre est juste tellement proche de zéro qu'il en devient inquantifiable, et quand on y réfléchit, c'est normal. Cette formule permet d'appliquer une valeur monétaire à une planète en fonction de son habitabilité, et l'Overworld ne serait pas, mais alors pas du tout, un endroit où vous avez envie de passer vos vacances.
Bon, il y a 3 méthodes, 3 résultats différents. Qu'est-ce que je fous avec tout ça, moi? Du coup, ça a servi à quoi? Bah déjà, ça m'a occupé pendant 3 semaines. J'ai appris des trucs dont j'en avais absolument rien à foutre. J'ai failli faire cramer mon PC, j'ai enterré ma vie sociale. J'ai même oublié l'existence du concept de sommeil. Non, parce que j'aurais pu donner une valeur au pif. T'as personne qui se réfléchit à aller compter les blocs pour démentir. J'aurais pu demander au Discord dans la description s'il n'y en avait pas un qui voulait faire tout pendant que j'étais en train de me la donner sur la plage. Mais non. Et ici, on aime bien tout faire à fond. Imagine un peu la douille, je serai encore là 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre aux commentaires.